Quelques mots sur Attitude. Donc, Jean-Christophe Lopin en charge d'Attitude. Attitude reconnue dans différents domaines, notamment l'ITSM et la gestion du poste de travail. Et même si Windows 10 est déjà un choix dans de nombreuses entreprises, il reste encore beaucoup de projets autour de cette problématique. Et nous avons décidé, l'équipe Attitude, de vous faire partager notre méthode, une méthode éprouvée et une méthode à succès depuis maintenant quelques années. Nous avons mis en place un système de chat pour que vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Nous prendrons le temps bien évidemment nécessaire en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse en compagnie de Monsieur Roussel et Monsieur Deloffre pour vous présenter tout ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Donc bonjour à tous, je vais accompagner Jean-Paul au cours de ce webinaire. Il y aura, comme le précisait Jean-Christophe, une grosse demi-heure de présentation de Jean-Paul, et puis derrière l'occasion pour tous de poser des questions. On va vous présenter le sommaire et le parcours qu'on va dérouler avec vous. On va se reposer des questions sur la migration Windows 10. Alors c'est vrai que le produit est sorti depuis un moment, mais bon, il y a encore bon nombre de postes à migrer sur le marché. Et puis aussi vous présenter bien évidemment les opportunités autour de cette migration, parce que nous on pense que c'est une source d'opportunités pour vous et de capitalisation autour de ce projet. Ensuite, on ira vraiment dans le détail au niveau de la méthodologie et les incontournables de cette migration, sans oublier certains points et notamment les utilisateurs. Et puis derrière, on partagera avec vous, je dirais, des retours d'expérience sur certains chiffres clés, certains process également. Et puis on terminera cette session par des questions-réponses avec le chat que vous avez en permanence. Donc pour commencer, Jean-Paul, simplement le premier point qui nous intéresse, c'est pourquoi migrer et surtout les nombreuses interrogations et opportunités que ça lève. À toi la parole. Bonjour à tous. En effet, pourquoi migrer vers Windows 10? Donc la plateforme Windows 7 est en fin de vie cette année. Nous avons beaucoup de difficultés de compatibilité avec le matériel. Aujourd'hui, les drivers ne sont plus compatibles en Windows 7. Downgrader des machines modernes sur un vieux système, ça devient compliqué et ça pose également des gros soucis de sécurité au niveau du parc. Donc on a un problème de performance, un problème de compatibilité et également un problème de sécurité. Les bénéfices de migrer donc vers Windows 10, on va donc capitaliser sur le hardware, avoir également un système d'exploitation entre guillemets standard qui va pouvoir tourner sur un poste de travail et également sur une tablette. On va pouvoir intégrer très facilement les outils Microsoft du cloud, notamment toute la partie Office 365, et avoir vraiment une réelle politique de sécurité sur le parc. Lorsqu'on veut migrer vers Windows 10, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, quel est le pourcentage de machines compatibles sur le parc? Comment déterminer l'éligibilité de cette migration? Comment gérer les mises à jour? Quels seront les impacts sur les utilisateurs, sur l'infrastructure? Et surtout, la question vraiment essentielle, comment je migre un PC de Windows 7 vers Windows 10? Donc, on a deux façons de voir les choses. En effet, on peut éventuellement, donc sur des parcs où on n'a pas beaucoup de logiciels, migrer ces machines de manière autonome avec Windows Update. Ça peut poser des problèmes de compatibilité au niveau des drivers. On n'est pas à l'abri d'un écran bleu. Il faut savoir aussi qu'un OS Windows 7 vieillissant qui n'a pas été donc remasterisé depuis un certain temps a dérivé. On a énormément de fichiers sur le poste de travail. Donc on a forcément le fait d'upgrader un système qui a vécu, ça peut poser énormément de soucis. La deuxième méthode, et c'est celle-ci qui va c'est cette méthode sur laquelle on va se positionner, c'est qu'en fait, on va réinstaller un système sur une machine Windows 7. Donc, ça va nécessiter des prérequis. Ces prérequis vont être de déterminer
les logiciels qui sont compatibles et également déterminer le matériel, les drivers, etc. Donc, une des questions qu'on va se poser lors de cette migration, c'est en effet comment je migre mon poste de travail et comment je centralise cette migration au travers de mon parc informatique. On va également en profiter pour capitaliser sur cette migration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Windows 10 est un système qui va évoluer, mais qu'il n'y aura pas de changement radical. Donc, on va tendre vers un process industriel, c'est-à-dire qu'on va concevoir un scénario à tiroir. On va également constituer un catalogue applicatif, on va référencer toutes les applications et on va mettre vraiment en place une stratégie de patch management parce que aujourd'hui, Windows 10 est un système qui se patch. Donc, on a bien sûr les patchs de sécurité, mais on a également une gestion des versions, gestion des builds qui va être effectuée au travers du patch management. Donc, tout projet de migration ou d'installation de Windows 10 sur un parc en Windows 7 induit forcément des questions essentielles et on va en profiter pour mettre en place une méthode qui va pouvoir intégrer les nouveaux builds et également pouvoir gérer un versionning logiciel et un catalogue applicatif. Très bien, Jean-Paul. Justement, en termes de méthodologie, tu peux nous décrire un petit peu ce que nous proposons et partageons avec nos clients. Donc, méthodologie, puis selon toi, les incontournables de ce projet. En effet, donc dans cette méthodologie, on va démarrer forcément sur une démarche projet avec des étapes incontournables. Donc on va détailler ensemble ces étapes qui vont nous permettre d'être au plus efficace sur une migration en prenant toutes les contraintes techniques, infrastructures, utilisateurs, etc. Donc cette démarche est forcément une démarche projet avec ici un exemple de planning où sur un parc d'environ 1200 postes, on a ces phases que nous allons juste détailler après avec vraiment comment dire ça, vraiment ces phases sont incontournables. On ne peut pas préparer une migration sans connaître son parc, sans capitaliser sur l'outillage que vous avez en place, gérer les applications, etc. Donc sur cet exemple, sur ce slide, on a donc entre guillemets un parc environ de 1200 postes à migrer et on a un planning qui est sur 6 mois. Et donc ce qu'on peut voir sur ce planning, c'est que la migration en tant que telle, qui intervient en fin de projet, est la partie la moins importante en termes de temps par rapport aux étapes préparatoires. Donc c'est ce que nous allons détailler juste après. Donc la première étape qui est des plus importantes, c'est l'étude de migration. Dans cette étude de migration, on va donc déterminer déjà le pourcentage de PC éligibles à cette migration. On va déterminer également ce qu'on peut automatiser, ce qu'on ne peut pas automatiser. Donc, on va cadrer tout ça. On va également identifier les parties prenantes et les acteurs du projet. On a donc une partie également implicative à gérer. On va détacher la partie technique et la partie fonctionnelle et on va définir le contenu du master en fonction du cahier des charges du client. Donc, cette étude de migration est assez importante parce qu'on va déterminer comment on va migrer un poste et comment on va récupérer les données et les profils utilisateurs en fonction d'une contrainte. Par exemple, un poste en magasin, on ne va pas le migrer de la même façon qu'un poste dans une centrale d'achat. Donc, on prend toutes ces contraintes, on recense tous les besoins et on est capable également de dire, en effet, on peut automatiser 60, 70%, 80% de notre migration. Cela aboutira vers un processus. Seconde partie de notre projet, c'est l'étude d'outillage. Aujourd'hui, chaque entreprise a un outil de déploiement ou de télédistribution.
Donc, on va forcément mettre en conformité cet outil en fonction des prérequis Microsoft. Donc, notamment l'ADK qui, lui, donc, évolue en fonction des versions Microsoft. Et on va également organiser cet outil par rapport à notre méthode. Aujourd'hui, chaque outil a une philosophie de fonctionnement, mais la méthode que nous utilisons va s'adapter à tous les cas de figure, qu'on soit sur un outil full Microsoft ou un outil d'un autre éditeur, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on va s'organiser pour justement tendre vers un processus zéro touch, vraiment le plus automatisé possible. Et on va également prendre en compte les contraintes des équipes. Il peut arriver dans certaines structures qu'on a une équipe qui travaille sur un type de master, une autre équipe travaille sur un autre type de master. On va essayer de centraliser et de tendre vers un master unique, bien sûr en injectant les drivers par modèle. Et cette organisation, on va l'adapter sur les outils, ou même si il nous arrive d'avoir des universités avec des outils développés manuellement, la méthode s'applique tout de même. Donc, cette étude d'outillage permet donc de mettre en conformité l'outil par rapport à ce qu'on veut faire et également mettre en place notre organisation pour pouvoir être dans cette démarche projet de migration Windows 10. La conception du scénario de déploiement, où là, on va rentrer dans la technique. On va donc, par rapport à l'étude du début de projet, on va concevoir le scénario avec des reprises sur échec, un scénario à tiroir. On va variabiliser ce qui est possible, notamment les drivers qui sont liés au modèle de poste, le build Windows 10. Et ce scénario va également il va être possible de l'exécuter de manière planifiée ou de manière manuelle en fonction des contraintes. Donc ça, c'est vraiment c'est un point très important parce que ce scénario va nous permettre d'être également le moins intrusif auprès des utilisateurs, c'est-à-dire que ce scénario étant automatisé, va être déclenché, par exemple, la nuit pour être le moins intrusif et assurer une continuité de service. Donc, cette conception de scénario peut également prendre du temps parce que le référencement technique peut nous tendre vers vraiment un souci du détail. Mais en tout cas, une fois que le scénario est conforme au processus que nous avons élaboré dans la première phase, on peut faire confiance à l'automate. La migration est entièrement automatique. On a aussi donc dans ce scénario de déploiement deux notions qu'il faut avoir à l'esprit, la notion de masterisation ou de remasterisation. Quelle est la différence ou quelles sont les différences? C'est qu'une masterisation, on a un poste neuf qui sort du carton et dans le cadre d'une politique de refresh, et on va donc récupérer les profils utilisateurs, les données utilisateurs, et on va donc fournir un nouveau PC avec un nouvel environnement. La remasterisation, on est sur un poste existant et donc on installe un nouvel OS avec capture du profil. Également dans notre scénario de déploiement, on va essayer de tendre vers, pour éviter que l'utilisateur ait un sentiment de changement trop important, on va évidemment, dans cette phase d'étude, skinner entre guillemets l'OS pour qu'il ressemble en tout cas à Windows 7. Donc, dans ce scénario de déploiement, on prend en compte toutes les contraintes profil d'utilisateur et les contraintes métiers. C'est-à-dire qu'on est capable, pour un profil donné, de déployer un type de logiciel et pour un autre profil donné, déployer un autre type de logiciel. Dans notre scénario de déploiement également, on va prendre en compte la vie future de Windows 10, prendre en compte la gestion des builds. Et donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura migré un poste en Windows 10, on ne va pas le remasteriser, on ne va pas reconcevoir un master, on va simplement le mettre à jour via votre outil de patch management. Donc, et quand un nouveau build va sortir en fonction de la roadmap Microsoft, on va simplement changer la version du build dans notre scénario
et on sera en conformité avec la roadmap Microsoft. Il faut savoir qu'en fin de compte, on doit changer le build pour être supporté par Microsoft environ une fois par an. On a une roadmap qui nous oblige, entre guillemets, à effectuer cette opération. Donc, dans le scénario de déploiement, tout simplement, on change la version du build et sur les machines qui sont déjà sur le parc, on met à jour ce build via le patch management. Phase essentielle également du projet, c'est la recette applicative. Aujourd'hui, lorsqu'on va donc migrer un parc en Windows 10, il y a toutes les applications qu'il faut recenser et qu'il faut forcément vérifier la compatibilité Windows 10. Donc, on va parler de gestion des applications et de catalogue applicatif. On va parler de notions de logiciels gérés et de package. Donc, dans notre méthode, tous les logiciels sont installés via le scénario de déploiement, les logiciels du tronc commun, et après les logiciels spécifiques sont installés donc en fonction des profils métiers. Donc, il y a un temps, et c'est ce temps qui peut varier en fonction du nombre d'applications. On va devoir donc recenser toutes les applications compatibles, les tester dans l'environnement du master, faire la recette donc applicative, gérer les interdépendances logicielles, les prérequis, etc. Une fois qu'on a validé une version logicielle, on va également la packager pour la télédistribuer. Donc, cette gestion des applications permet également de constituer un scénario à tiroir. Aujourd'hui, si on a une version à changer dans notre catalogue logiciel, on ne va pas changer le master. Donc, il est impératif dans cette phase de projet de recenser toutes les applications. Donc, nous, on est en capacité d'effectuer la recette et d'effectuer donc la mise à jour pour gérer la conformité, sachant que dans les bonnes pratiques de notre méthode, aujourd'hui, lorsqu'on va migrer un parc vers Windows 10, on va tendre vers une conformité logicielle pour avoir un parc hétérogène et homogène, et éviter une dérive de parc. Donc, toutes les versions logicielles qui seront amenées via une migration Windows 10 seront forcément mises à jour sur l'ensemble du parc. Et donc, on va également vous accompagner sur une organisation, sur une nomenclature, pour pouvoir identifier très facilement, donc sur le slide, vous avez des exemples, identifier très facilement l'éditeur, la version et la cible du package. Également, donc, on a deux façons de travailler sur ce sujet. Soit, en effet, les responsables de domaine se chargent de la recette applicative dans l'environnement du master et de la version que nous avons déployée sur le parc, ou alors nous, on se charge également de ce travail. Une fois que la recette est effectuée, on peut intégrer ces applications dans notre phase de masterisation. Le pilote, donc une fois que nous avons donc déterminé donc le processus, pris en charge toutes les contraintes techniques de cette migration, gérer notre catalogue applicatif, recenser toute la partie hardware, on va pouvoir définir un pilote. Ce pilote va être défini en fonction des utilisateurs, en fonction des sites, en fonction de la cible. Il doit être représentatif. Après analyse des résultats, on va forcément avoir ce que j'appelle des petits coups de tournevis. Et une fois qu'on a donc réaligné un peu ces petits réglages, on peut passer en production. On a un exemple vraiment tout bête où dans un déploiement précédent, l'utilisateur, son poste est migré, mais il n'arrivait pas à se connecter parce qu'il n'arrivait pas à taper son mot de passe, tout simplement parce qu'on avait oublié d'activer le pavé numérique et forcément il y avait des chiffres et donc on l'a vu tout de suite et on a réaligné. Donc derrière, la phase pilote, une fois qu'on a effectué la recette, on passe en production.
Merci Jean-Paul pour méthodologie et technique. Dans ces phases-là, on a d'autres points à ne pas oublier, notamment les utilisateurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis derrière, c'est que se passe-t-il une fois que le projet Windows 10 est terminé, quant à la vie de ce master et de ses applications? Si tu pouvais revenir sur ces points-là, s'il te plaît. Oui. Donc l'accompagnement au changement, en effet, dans cette phase du projet, on a des sociétés qui ont Windows 7 depuis un petit moment, donc avec des acquis qui sont liés à Windows 7. Donc on va en effet prendre en compte l'accompagnement au changement. On va essayer de tendre vers un bureau qui se rapproche de Windows 7, même si en effet l'OS amène de nouvelles fonctionnalités, de la portabilité, et on va se baser sur donc soit des vidéos qu'on va démarrer lors du premier boot de la machine, des guides d'utilisation. On va également travailler en collaboration avec les services formation des sociétés pour voilà quel est le meilleur support, quelle est la bonne campagne d'information par rapport à ça, pour justement éviter les appels au support en fonction juste d'une icône qui serait pas de la même couleur, etc. On va vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Et ce qu'on fait également dans la conception même du master, on va même jusqu'à présenter donc le skin du bureau, la gestion des tuiles, la gestion du menu de démarrer, etc., le fond d'écran, pour vraiment être au moins que le changement soit pas radical, qu'on soit vraiment sur une transition technique, sachant également que on a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont Windows 10 à la maison, et forcément, pour éviter d'avoir une frustration, on va donner un environnement assez agréable. Donc ça, c'est une phase aussi importante du projet. On a vraiment, autant on met le focus sur tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée doit être automatisé, donc on va être le moins intrusif possible en termes pour que l'utilisateur ne soit pas impacté, on va dire, par cette migration. Mais cette migration, une fois elle est effective, là également, on l'accompagne jusqu'au bout pour qu'il soit vraiment voilà, satisfait et qu'on n'ait pas voilà, de frustration par rapport à que le client, que l'utilisateur ne se sente pas un petit peu, qu'il subisse pas cette migration. Il faut vraiment qu'il voit ça comme une évolution et un vrai gain de productivité, notamment au bout de la machine, etc. Donc c'est assez important. La partie donc suivi de déploiement, on est en capacité de prendre en charge toute la partie déploiement. Donc je vous ai parlé de ce processus qui est en fait un processus automatisé avec prise en compte de tous des besoins et des infrastructures que vous avez en place. Mais on est également, si on reprend le slide avec le planning, à la fin, on est dans la phase, voilà, on va déployer. Est-ce qu'on va déployer 10 machines, 20 machines par jour? Comment on va déployer? Est-ce qu'on va les déployer la nuit? Est-ce qu'on va les déployer en journée, etc. Donc tout ça, ça a déjà été cadré dans les différentes phases du projet. Mais en termes opérationnels, nous sommes en capacité d'assurer le déploiement. Donc on va assurer le déploiement de Windows 10. On va prendre rendez-vous avec les utilisateurs. On va également assurer le support. On va être en capacité d'intervenir sur tout ce périmètre pour justement vous décharger de ces opérations. On est aussi en capacité de dépêcher un technicien sur site parce qu'on va pouvoir, on va pouvoir, comment dire, élaborer un plan de charge et on est en capacité de vous dire, bon, en effet, sur 1200 postes ou sur 3000 postes à migrer, il nous faut par exemple un technicien par jour pour encaisser les appels parce que, en effet, les premiers déploiements amènent généralement un pic d'appels. Donc, le pilotage du déploiement, la partie support, tout ça peut être pris, on est en capacité de prendre en charge ces opérations. Également, au niveau du projet, on va garantir un cycle de vie. La migration qu'on effectue,
c'est un changement vraiment radical, j'insiste là-dessus, parce que Windows 10 est sorti il y a quelques années, mais bon, les contraintes de chacun feront qu'on n'a pas forcément migré tout de suite. Mais là, c'est pas du one shot. On va mettre en place une méthodologie industrielle dans le sens où cette méthode va continuer dans le temps, quels que soient les builds, quelles que soient voilà, les nouvelles versions, etc. Mais donc on va capitaliser là-dessus et on va prendre en compte donc la mise à jour du master en lui-même et la mise à jour des applications. On va élaborer ensemble donc un catalogue applicatif. On va avoir donc un référencement total de ce que vous gérez en termes de logiciel et on va tendre vers une conformité logicielle pour justement assurer également une sécurité du parc. Le patch management va nous permettre également de patcher l'OS, de mettre à jour les builds, mais également de patcher les applications. Donc tout ça, on sera pris en compte dans le cadre de notre projet. On a donc le catalogue applicatif qui sera la référence absolue de la gestion logicielle du parc et la partie master où là on a des variables qui seront juste à ajuster et on relance entre guillemets le processus de manière voilà, industrielle et on a un travail préparatoire avant, mais on va vraiment être plus productif à l'avenir parce qu'on n'aura que quelques briques à changer. J'ai un logiciel à changer, j'ai une version qui a changé, je change cette brique, mais mon processus continue à tourner. Et en fait, on va également capitaliser sur les bonnes pratiques de télédistribution, c'est-à-dire que je change une brique sur mon master ou sur un logiciel du profil, cette brique automatiquement et ce logiciel se met à jour sur le parc. On est vraiment, voilà, on tend vers un parc homogène. On va éviter, pour éviter les appels au support, donc on va gagner en coût de possession du parc. Ça, voilà, c'est vraiment ce projet Windows 10 a des avantages, c'est-à-dire que derrière, on va vraiment avoir une centralisation de notre gestion de parc vraiment plus importante. Très bien. Si Jean-Paul. En introduction, on avait évoqué que tu puisses partager des expériences clients, quelques chiffres en termes notamment de taux de succès, et puis voir justement les process que tu as pu mettre en place chez nos clients autour de ces projets Windows 10, et puis évoquer un peu certains exemples clients. Oui, donc quelques chiffres pour illustrer un peu notre propos. Donc on part sur le principe que 100% d'automatisation, ce n'est pas réalisable en fonction des contraintes du terrain, contraintes physiques et diverses. Donc ce slide est assez représentatif, quel que soit le nombre de postes, notre expérience nous amène à avoir ces mesures, et ces mesures, on parle là-dessus et c'est vraiment proche de la réalité. Donc on a dans notre projet, on va bien sûr déterminer ce qui est standard et qui n'est pas standard. Pour standardiser, pour industrialiser, pour automatiser, il faut forcément connaître son environnement. Et si on connaît 100% de son environnement, on peut dire en effet c'est du standard. Donc sur 100% de notre cible, on va déjà dire j'ai 90% d'échecs. Pourquoi? Parce que j'ai 10% d'échecs, des erreurs, voilà, et surtout des crash disques parce que on a des parcs vieillissants. On a tous des machines qu'on a essayé de pousser au maximum des capacités. Et ce qui fait que quand on va arriver avec un outil de télédistribution, enfin de déploiement et balancer entre guillemets une image disque ou voilà, le disque est sollicité et c'est un crash disque. Et récemment, chez un client dont je vais vous parler juste après, le même modèle de poste a eu, on a eu des pannes identiques et on était vraiment dans ces 5%. Donc on dit en gros, on va atteindre 90% et dans ce 90%, on aura du standard qu'on évalue à 70% et 30% de spécifique. Et dans ce spécifique, on aura du supporté. Donc dans le cadre d'un support que nous pouvons assurer, on est capable de répondre sur du spécifique. Il manque tel logiciel, il manque telle imprimante parce que c'est du spécifique. On est capable de le faire. Par contre, en effet, il y a des choses non supportées parce que dans le cadre du projet, on n'a pas quelque chose n'a pas été clairement identifié.
on est dans du non supporté. Donc ces chiffres sont valables vraiment pour, c'est pas lié au nombre de machines, c'est vraiment dans le cadre du projet. Donc ça, c'est vraiment, pour ça, on va pas partir, si vous voulez, sur oui, on va réussir 100%. En effet, on va réussir 100%, mais on automatisera 90%. Le reste, ce sera forcément du manuel. Voilà. Mais dans notre process, on a également géré cette partie manuelle. Donc, un exemple de process, et là, je vais vous parler d'un client qui s'appelle Bois & Matériaux. Ce process, donc, dans les grandes lignes, on a donc dans notre phase projet. Paul, excuse-moi de t'interrompre. Qu'est-ce que fait Bois & Matériaux en quelques lignes? Alors, Bois & Matériaux sont comment dire ça, sont des fournisseurs en effet dans le domaine du bâtiment. Ils ont des agences, je crois 400 agences sur la France, et donc vendent du matériel de construction. Voilà. Au départ, c'était plutôt du bois, hein. Pour la petite histoire, je crois que c'est eux qui ont inventé les piscines un petit peu surélevées là au niveau du bois. C'était avec des chutes de bois. Oui, c'est une histoire qu'on m'a racontée, qui est une jolie histoire. Et donc en fait, donc c'est une boîte, une société française, pardon, et donc fournissent. Alors pour simplifier, j'ai envie de dire, c'est un peu le Leroy Merlin ou le Castorama des professionnels. Donc il y a des agences un peu partout. Vous avez certainement vu une agence près de chez vous. Et donc, le siège social est à Rennes, donc en Bretagne, et, et donc on a des agences en France. Voilà, voilà. Donc, le process que nous avons établi avec Bois & Matériaux, on a donc bien sûr utilisé notre méthode projet. Et quel était le but de ce projet? C'était de migrer ces agences de Windows 7 vers Windows 10 d'une manière autonome, en zéro touch. Donc là, on est vraiment sur un processus entièrement automatisé. On n'a pas du tout d'action manuelle, et avec une prise en compte du déploiement et du support par nos services, par notre centre de service interne. Donc voilà un peu pour le décor. Le process donc se déroule de la manière suivante. Donc on a un mode planifié, tout simplement, où donc notre centre de service provisionne des machines dans l'outil de télédistribution, l'outil de déploiement, et ces machines sont migrées à 22 heures le soir. Donc à 22 heures, donc on a considéré en fonction de la reprise du profil, en fonction des contraintes différentes, qu'il y avait un temps de migration qui pouvait aller de 1 heure à 2 heures. Le lendemain matin, notre support se connecte, notre centre de service se connecte et permet donc on a le résultat de cette migration. On a du rouge, on a du vert. Donc je reviens sur le process pour vous expliquer un peu la démarche. On a un process qui, au départ, on a donc un lotissement, c'est-à-dire que notre client nous a dit, par exemple, en fonction de ses contraintes, en fonction de son réseau, on a 10 machines, 20 machines à migrer par jour qui peuvent être dans 10 régions différentes de France, bien évidemment. Donc on part sur la partie automatique. Ensuite, on a également en amont communiqué avec les utilisateurs, prise de rendez-vous, la machine sera bien allumée le soir, etc., etc. Donc on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, un peu l'accompagnement au changement. Les clients sont au courant qu'il y a une campagne de migration. On a expliqué également pourquoi on devait migrer, etc. Donc on est sur ce lotissement automatique, etc. Et puis donc le matin, la machine a migré ou pas. Si la machine n'a pas migré, on a la possibilité de continuer la migration ou de la replanifier. Donc, dans notre scénario de déploiement, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut automatiser, on peut déclencher manuellement, peu importe. C'est-à-dire qu'on est assez souple. Et la machine, donc dans le cas de Bois & Matériaux, est en agence. On n'a pas de service informatique. On a juste, en effet, un serveur relais qui est un prérequis pour tous les packages, etc. Mais en effet, le processus lui-même est complètement autonome. Et le matin, on a quasiment un logon. L'utilisateur se connecte, récupère sa messagerie, récupère ses imprimantes, récupère le fond d'écran, etc., etc. Donc voilà un process. Pour aller un peu plus loin dans voilà. Donc ce process est à tiroir.
C'est-à-dire que en fonction d'une erreur, en fonction d'un manquement de conformité, on ne va pas migrer. Par exemple, dans ce process, si la machine est déjà en Windows 10, je ne la migre pas. Si on a une clé USB oubliée par l'utilisateur, ça peut nous impacter le formatage du disque dur, on ne migre pas. S'il n'y a pas de backup, s'il n'y a pas de sauvegarde des données utilisateurs, on ne migre pas. C'est-à-dire que dans notre process, dans notre méthode, on ne va pas migrer un poste si on n'est pas dans un environnement conforme à la migration. Et ça, en effet, ça peut être en fonction de vos contraintes, etc. Ça peut être assez simple à gérer ou alors assez compliqué. Dans le cas de bois et matériaux, on est sur des machines à distance. Nous, tout ce qu'on voit, entre guillemets, dans l'outil de gestion de parc, c'est que les machines sont bien online. Voilà. Mais quand on démarre notre process automatisé voilà, ou manuel, on se garantit de tout problème pour assurer une migration totale. Et le support utilise le même processus pour pouvoir faire des reprises en cas d'échec. Et on va dire l'échec le plus, voilà, où là il n'y a plus d'espoir, entre guillemets, c'est quand le disque crash, où là on est bien obligé de changer le disque. C'est dans le seul cas où on aura une action manuelle. Et encore, une fois que le disque dur est changé, une fois qu'on a un agent installé pour pouvoir intervenir à distance sur la machine, on redémarre le processus. Donc on a vraiment, et ça a été donc pour la partie bois et matériaux, un succès parce que on a, voilà, on a été capable de migrer quasiment le slide précédent. C'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, on a atteint cet objectif de manière full automatique. Le contexte de nos clients, donc l'exemple dont je viens de parler est on va dire que c'est plutôt du retail, mais cette méthode, on l'a adaptée chez pas mal de nos clients depuis un petit moment, depuis la sortie de Windows 10 en fin de compte. Donc on a des groupes d'assurance, on a des universités, où là les universités, petit aparté là-dessus, c'est que chacun fait un peu son master dans son coin. Et donc, notre méthode également, c'est de centraliser. Ce qui est très important, c'est que on ne peut pas automatiser si on n'a pas centralisé les pratiques de chacun. Et donc, l'organisation qu'on met en place est importante parce que ça va prendre en tout cas un peu chacun chacun utilise un peu des pratiques, mais nous on centralise ça pour justement tendre vers quelque chose de standard. Donc on a également des mairies, des hôpitaux, on a vraiment et en termes de taille de parc, on applique cette méthode sur des parcs de 500, 1000, 1500 postes, jusqu'à 70 000 postes, où là, la complexité est plus la gestion de langue ou la gestion de sites, mais ce n'est pas vraiment de complexité parce que cette complexité, pour nous, moi j'appelle ça des variables. Donc en effet, dans notre process, c'est juste une variable supplémentaire. Merci Jean-Paul pour l'ensemble de ces précisions. Je vais essayer un peu de synthétiser ce qu'on s'est dit, au-delà de la méthode et de la technique qui sont bien évidemment essentielles et les incontournables. Moi, j'insiste toujours et on insiste toujours auprès de nos clients sur la capitalisation qu'ils doivent réaliser autour de ce projet Windows 10, que ce soit sur des axes de sécurité, notamment avec un véritable projet de patching, notamment sur le maintien conditionnel, en condition opérationnelle, pardon, du master des applications. C'est pour vous et c'est là où on va vous accompagner, c'est pour, je dirais, avoir un parc le plus conforme possible, qui va vous donner des axes d'économie dans le support et dans la mise à jour de celui-ci. Donc nous, on vous accompagne donc sur ces phases projets, bien évidemment. Et puis, au-delà de ça, on est capable d'opérer les services de migration à distance, sur site. Et également, Jean-Paul a souligné le point du support. C'est bien reprendre, vous accompagner également et opérer des services de support. Ça, c'est vraiment essentiel dans la bonne prise en charge de vos utilisateurs et dans le succès global du projet Windows 10. D'ailleurs, je vois qu'il y a des questions. Je vais passer la parole à Jean-Christophe. Il y a des questions notamment sur le support. Je vous remercie en tout cas de votre présence.
changer de slide, voilà. Et puis, Jean-Christophe a posé quelques questions qui ont été posées sur le chat. Jean-Christophe, je te passe le micro. Merci Laurent, merci Jean-Paul. Quelques questions qu'on a reçues pendant ce webinaire. D'ailleurs, beaucoup de questions, on est obligé de faire une petite sélection, hein. Je crois que c'est quand même des problématiques que tout le monde rencontre, hein, des problématiques qu'on a pu aborder. Donc on en a sélectionné quelques-unes, dont une sur une personne qui nous dit qu'elle a plusieurs agences en France, Jean-Paul. Et est-ce qu'elle peut véritablement faire cette migration à distance, ou est-ce qu'il faut dépêcher les techniciens sur place? Oui, donc très bonne question. En effet, non, il n'y a pas besoin de dépêcher des techniciens sur place. Je reviens sur bois et matériaux. C'était également le but de cette migration. C'est qu'à l'époque, donc bois et matériaux utilisait donc un prestataire. Alors après, l'image peut faire sourire avec une petite camionnette et son disque dur portable pour migrer en agence. Nous, on est arrivé avec ce projet en disant, bah, évidemment, on peut migrer à distance, donc en effet, en encadrant le projet, et donc éviter toute action manuelle. Cela évite les erreurs. On maîtrise totalement notre sujet, et en effet, c'est tout à fait possible. Et voilà, c'est ce qu'on fait quasiment au quotidien quand on a ce cas de figure. Ok, très bien, merci Jean-Paul. Donc comme le disait Laurent, aussi des questions par rapport à la outline. Donc effectivement, on a un client qui a des gros pics d'appels à sa outline. Donc il nous pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, enfin qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour justement absorber tous ces pics. Oui, alors dans ce cas de figure, pour absorber ces pics, déjà on peut mettre une outline dédiée. Ensuite, il faut déterminer en avance de phase quels vont être ces appels. Est-ce qu'on est dans un contexte cadré ou pas? Donc on va cadrer et on va pouvoir déterminer en fonction de ce qu'on a pu cadrer lors du projet le pic d'appel. Donc on est capable de mettre une outline dédiée et en effet, nos services, donc notre ensemble de services est formé et on va pouvoir, en cas de demande d'un logiciel, etc., pousser ce logiciel si en effet il y a un logiciel spécifique. Et en même temps, sur le projet précédent dont on vient de parler, on a mis en place également un portail applicatif qui permet également aux utilisateurs de pouvoir avoir également un logiciel qui serait, on va dire, par exemple, manquant ou une autre demande pour éviter des appels au support. Donc, on est en capacité de prendre en charge tous ces cas de figure. Donc effectivement, hein, donc la possibilité de mettre en place une hotline dédiée, hein, donc de décentraliser, on va dire, de manière complètement anonyme, hein, ce service, hein, où nos équipes sont aussi rodées à toutes les questions que peuvent se poser des utilisateurs suite à une migration Windows 10. Voilà, mais maintenant, il n'y a pas que ces solutions, hein, on sait aussi mettre en place des vidéos, on sait mettre en place des tutos, donc à travers de la messagerie, à travers du YouTube, enfin ou autre, hein, pour vraiment animer les utilisateurs finaux. Autre sujet, donc notamment sur la construction du master. Donc pensez-vous que le master doit être minimalisé et le reste sera déployé uniquement par télédistribution? Très bonne question, avec des bonnes questions. En effet, la bonne pratique est de minimaliser le master. Donc, on va parler de master HI, donc un master indépendant du hardware. Donc, déjà, la partie masterisation doit être la plus light possible. Les drivers seront injectés en fonction du modèle. Et en effet, tous les packages, je dis bien tous les packages, doivent être installés via l'outil de télédistribution. Ensuite, à déterminer ensemble si dans le job, on inclut ce qu'on appelle le tronc commun via la première séquence et après des séquences qui sont liées au profil. Mais en effet, pour synthétiser, un master allégé, donc un master unique, les langues, les logiciels sont des variables qu'on va rajouter après. Et on va maintenir une image la plus light possible. Ok, merci Jean-Paul. Donc d'autres questions, alors là, nous concernant par rapport à notre expérience. Donc quels sont les gros écueils que nous avons pu rencontrer au cours de tous ces projets? Et une deuxième question, nous concernant aussi, combien de postes pouvons-nous espérer migrer par jour en automatique et ou
à distance? Alors, pour la première question, les écueils, alors, on a été souvent confronté à plutôt des contraintes d'infrastructure, voilà, des lignes réseau un peu faibles, etc. Donc, on est obligé de temporiser et de s'adapter. Après, c'est pour ça que la phase d'étude est importante. Donc, les écueils, après, bon, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des échecs là-dessus. C'est plus des frustrations en se disant, bah, en effet, là, il va falloir qu'on trouve une astuce. Donc, on essaye de trouver une astuce pour se dire, bon, bah, si on ne peut pas passer par là, on va passer par une autre solution. Enfin, voilà, on essaye de toujours trouver quelque chose de pertinent. Ensuite, par rapport au nombre de postes par jour, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de la capacité que votre infrastructure a à encaisser donc le nombre de postes. La bonne pratique, c'est que sur un site qui a X postes, on ne va pas migrer tout d'un seul coup. On va séquencer pour justement, en cas de crash, toujours avoir cette idée de continuité de service. Alors, notre expérience, en fonction de certains exemples, si vous avez des machines sur un site, on peut faire 10, 20, 30, 40 machines par jour. Ça dépend en fonction du réseau. Est-ce qu'on est en multicast? Est-ce qu'on est en unicast? Etc. En fait, c'est plutôt l'infrastructure réseau qui va nous dire oui, en effet, je peux migrer autant de postes par jour. Et de là, dans l'étude qui est la première phase du projet, on va estimer, c'est ce qu'on fait généralement chez les questions qu'on nous pose, on va estimer le temps de migration. Donc, en effet, je dirais que il n'y a pas de limite dans le sens où le scénario, lui, si ça fonctionne pour 1-2 machines, ça fonctionne également pour 100 machines. Ok. Merci Jean-Paul. Autre question en termes d'organisation. Il y a un client qui nous indique qu'il n'a pas d'outil, il n'a pas d'outil de télédistribution. Est-ce que c'est un frein à sa migration Windows 10? Alors oui, parce que ça dépend de la taille du parc et comment ce client envisage de migrer. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un objectif d'automatisation, donc on va s'appuyer sur un outil. Après, on peut scripter, tout est possible, mais il faut quand même avoir un outil. Alors, nous, on est en capacité également de vous fournir cet outil. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pourquoi? Parce que on va donc créer un scénario de déploiement, on va créer un catalogue applicatif, des packages, on va télédistribuer. Donc, et on est forcément obligé de s'appuyer sur un outil. Et cet outil, peu importe, mais il faudrait vraiment creuser plus en profondeur. Mais oui, pour moi, il faut un outil. Merci. Merci Jean-Paul. Alors, il y a pas mal de questions aussi très techniques, où je pense qu'on ne va pas forcément tous y répondre comme ça, parce que ça va nécessiter un petit échange téléphonique, je pense. Une autre question, j'ai 1200 postes. Combien de techniciens sur le projet pour 1200 postes, Jean-Paul? C'est-à-dire combien de techniciens? Alors, au niveau ça dépend. En fait, on va catégoriser les techniciens. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui vont être aux commandes du déploiement et les personnes qui vont être au support. Donc, en effet, moi, je dirais oui, un technicien et demi par semaine. Voilà. Mais après, ça dépend, ça dépend du cadrage du projet, mais oui, c'est à peu près ça. Sachant que après avoir passé le pic d'appel, généralement, on passe, comme on le dit chez nous, en vitesse de croisière et ça se passe bien.
Très bien. Donc des questions sur notre typologie de clients. Donc bien évidemment, nous avons déjà travaillé avec des collectivités locales, hein, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de postes, hein, aujourd'hui. Donc quand je parle d'organisations de collectivités locales, on peut penser à des conseils départementaux, on peut penser à des mairies, voilà, ce sont des gens que nous accompagnons en tous les cas dans leurs problématiques autour de Windows 10, entre autres. Également sur les problématiques d'application. Donc oui, effectivement, c'est pas forcément que des applications d'éditeurs, il y a aussi des applications métiers, hein, ce qu'on appelle des applications développées. Donc aujourd'hui, nous prenons en compte effectivement dans notre méthodologie de packaging toutes ces typologies, on va dire, d'applications. Alors j'ai d'autres questions, Jean-Paul, mais je vais juste les citer comme ça, et tu me diras si on doit s'entretenir de manière un peu plus poussée avec les personnes. Donc, comment sont gérés les certificats électroniques installés sur les postes? Quel est le meilleur choix des licences, hein? Est-ce qu'on fait de l'OIM? Est-ce qu'on fait de serveur KMS? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'adresser des commerces indépendants, hein, donc sans forcément une ESI derrière, uniquement avec un éditeur qui fournit du matériel, son logiciel, et les clients libres de tout faire? Voilà, donc c'est des questions aujourd'hui qui se posent. Bon, je pense qu'on va comment dire, s'entretenir plus en détail avec ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Je voudrais pas que ce webinaire soit un débat, en tous les cas, trop technique, hein. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, nous avons présenté un petit peu notre méthodologie, notre savoir-faire sur ces sujets, hein, la manière aussi d'aborder tout ce qui est inhérent et conséquent à un déploiement de Windows 10, hein, notamment l'accompagnement au changement, l'accompagnement vers les utilisateurs, hein, autour de nombreux cas de figure, hein, dans tous les domaines d'activité. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe d'Attitude pour votre présence, votre participation. Je remercie également l'équipe Attitude pour avoir préparé de manière très professionnelle ce webinaire. Et nous ne manquerons pas de vous rappeler dans tous les cas. Nous avons vos coordonnées. Comptez sur nous pour vous rappeler, bien évidemment, pour voir si nous pouvons vous aider en tous les cas dans cette problématique. Donc vous avez à l'écran numéro de téléphone. De toute façon, vous allez avoir comment dire, un email de remerciement avec toutes les coordonnées des personnes vers qui vous pourrez vous tourner. Jean-Paul, merci. Toute Merci. l'équipe back-office, merci beaucoup. Laurent Roussel, mon commercial chez Attitude, merci également. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et donc à très bientôt.